peu pédaler. Donc, alors, il y a les étudiants qui sont à l'extérieur du jeu, donc Saint-Germain, Strasbourg, HEC. Ouais, ben voilà. Et ici, il y a les étudiants aixois, les nôtres. Et en ligne, on a notre intervenant. Voilà. Voilà. Et donc, on lui laisse sa dernière gorgée de café. Et puis, Je vois que vous me voyez, puisque moi je ne vous vois pas par contre. ouais, Je oui, nous, pensais pouvoir boire mon café tranquille, mais eh non. ben non, on vous voit, Jean-Christophe, on vous voit. Euh, donc, on peut commencer, Madame la directrice, si vous voulez. Je vais me mettre un petit chrono quand même, parce que je suis assez bavard et ça peut déraper assez facilement. Voilà. Alors, Vous on va juste dire quelques mots d'introduction et puis voilà. on lancera la conférence inaugurale. On écoute Alessia Lefébure, directrice de Sciences Po Ex. Très bien. Si vous êtes tous et toutes d'accord, on commence. Ça sera très rapide, on dit toujours ça. Mais je pense que c'est important qu'on marque un peu avec une micro-solennité le démarrage cette année, cette nouvelle année du Brussels World Simulation. C'est ça le nom, le petit nom de cette chose, de ce produit. Donc, chers étudiants, chères étudiantes, et puis tous les autres qui nous suivent à distance, chacun et chacune de son école. Alors, on démarre aujourd'hui quelque chose qui va, si j'ai bien compris, parce qu'en fait, je vous parle, mais je découvre en même temps, vous le savez, en même temps que vous, ce jeu cette année. On va en fait entamer là quelque chose qui va vous accompagner pendant plusieurs semaines. Et vous allez, vous ici dans la salle et ceux et celles qui sont loin, décider ensemble dans un espace européen, comme si c'était vrai. Et vous allez prendre la mesure, en tout cas c'est l'intention des créateurs du jeu, ça vous permettra de prendre la mesure de cet espace européen, comment il est à la fois traversé de tensions, d'intérêts divergents et d'espérances et de projets communs. Et comment c'est difficile de concilier les deux. Alors, cette année, le thème a été choisi, c'est la politique agricole commune. Et je pense qu'il n'y avait pas forcément de clin d'œil à mes expériences intérieures quand le thème a été choisi, mais évidemment, c'est un thème qui m'est particulièrement cher, mais qui en même temps, au-delà de ma propre vie, qui n'est pas très intéressante, mais qui touche quelque chose d'essentiel, puisque évidemment, quand on dit agriculture, on dit alimentation, on dit nourrir la planète, c'est un thème auquel personne ne peut être indifférent, et on voit à quel point c'est un thème difficile qui révèle toute la complexité de ce projet européen à elle seule. En fait, cette PAC cristallise tous les ans beaucoup de choses. Ce sont des débats sans fin. Alors, par cette simulation, vous allez aussi, en dehors du thème de la politique agricole et en dehors du thème de l'Europe, vous allez aussi tout simplement vivre ensemble ici et à distance, une expérience une expérience forte à la fois intellectuellement et collectivement. Cette dimension collective du jeu nous paraît fondamentale parce que c'est une métaphore de ce que sera votre vie citoyenne, ce que déjà votre vie citoyenne, parce que je pense que vous êtes toutes et tous majeurs, et donc vous votez, déjà ça. Et en fait, c'est aussi encore une fois un exercice, vous en faites tout le temps ici. Ce matin, on a parlé d'artefacts, il y a eu les GISPO, mais en tout cas, c'est une énième mise en situation qui vous permet de voir à quel point c'est compliqué de penser, de se mettre à la place de l'autre, essayer de chercher le compromis, puisqu'on est bien obligé d'être ensemble, même si on n'est pas toutes et tous d'accord. Et ce faisant, apprendre finalement le politique au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire faire tenir ensemble des mondes différents. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence parce qu'on a un conférencier illustre qui se prête au jeu. En revanche, avant de vous laisser démarrer la séance, je voulais vraiment remercier chaleureusement toutes les équipes des établissements partenaires. Alors, la liste qu'on me donne, j'espère qu'elle est complète. Il y a la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université, C'est bon. HEC, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Sciences Po Strasbourg et l'Université de Fribourg en Allemagne. Oui, bon. Ouais.
Un merci aussi, c'est important de le dire, à ceux et celles qui nous ont accompagnés ou qui continuent à nous accompagner. Donc, il y a la Fondation Index, il y a la Fondation Robert Schuman, il y a le GIS Rolab, il y a la Fondation Konrad Adenauer. Voilà, c'est une contribution importante qui nous a permis de concevoir le jeu et de continuer à le déployer. Un merci évidemment aux collègues ici de Sciences Po Ex, les collègues de la direction de la communication, Odile, les collègues de la direction des systèmes d'information, enfin, voilà, tout, la logistique, tout le monde est déployé pour que vous puissiez faire ce jeu dans les meilleures conditions. Alors, on m'évite de remercier spécifiquement Louane, Martin et Pauline. Et on ne dit pas pourquoi, mais je vous fais confiance. Et ensuite, bien sûr, Samuel Guetta et surtout Philippe Aldrin qui a conçu le jeu, vous le savez, c'est à lui que vous le devez. Donc je vous laisse la parole et je vais me mettre du côté du public si vous m'y autorisez. Merci beaucoup de ce temps et de cette attention. Bien. Merci, Madame la directrice, pour ce mot d'ouverture. Donc, juste avant de donner la parole à notre super conférencier pour cette conférence inaugurale, alors, juste dire hein, que je suis ravi de cette huitième édition déjà. Alors, les remerciements ont déjà été faits. J'appuie simplement cette cette nécessité de rappeler à quel point c'est une aventure collective, à la fois ici à Sciences Po, hein, avec l'ensemble des équipes, avec Odile Radis notamment, hein, comme coordinatrice du jeu, avec l'ensemble des équipes, la direction des systèmes d'information et du numérique, avec la communication, avec le cabinet de la directrice. Donc on a vraiment un soutien. Alors les trois personnes que vous avez remerciées, Alessia, ce sont les trois BBs, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les trois tuteurs du jeu qui rendent le jeu possible et qui accompagnent en fait les joueurs et font le relais entre la communauté des 200 joueurs cette année et l'équipe pédagogique et nous, Odile et moi. Donc ils ont un rôle. Au fait bien de les remercier. Je sais pas s'ils sont là, je les vois pas. Ils sont en train de monter la chaussette peut-être, ouais, pour la chaussette du jeu pour les photos qui viennent après. Et puis alors, voilà, je remercie aussi sont en ligne les collègues qui, avec leurs étudiants, participent depuis des années à ce projet et qui fait que voilà, on est avec plusieurs autres établissements, d'autres étudiants de master. Alors, ça a été dit par la directrice, évidemment, à HEC, à Sciences Po Saint-Germain, à Sciences Po Strasbourg, à Freiburg, et avec des collègues aussi de l'université d'Aix-Marseille. Et donc, on a coutume de dire, hein, c'est la Dream Team, parce qu'on a toujours plaisir à se retrouver quand on rallume le jeu à l'automne, même si on ne s'est jamais complètement quitté. Donc, ceci étant dit, on va donner la parole à notre conférencier pour cette conférence d'ouverture. Je l'ai remercié déjà plusieurs fois, mais je le remercie publiquement d'avoir accepté cet exercice hein, d'une conférence alors qui est à distance, mais voilà, il y a une partie, vous les voyez pas, Jean-Christophe ici, qui sont un amphi, je dirais une centaine de personnes, d'autres qui sont sur les autres sites, mais tous, on va vous écouter de manière euh, très religieuse hein, sur cette thématique qui est la politique agricole commune, dont on a souligné à quel point elle est vitale en fait dans plusieurs sens du terme. Et donc, au terme de votre conférence, Jean-Christophe, il pourrait y avoir un temps d'échange avec les étudiants, ici ou en ligne, via des questions qui pourraient être posées sur le, le, le chat je vais y arriver, du Zoom, ouais, c'est le séminaire en mode séminaire, mais voilà, en webinaire, mode webinaire. Donc, on pourra prendre les questions, hein, s'il faudra écrire en ligne sur le chat. Et puis, voilà, ce temps, j'imagine vers 13h30, ce temps terminé, seront révélés le scénario et le tableau des rôles en direct hein, sur la plateforme du jeu. Donc, ça sera d'ici une petite heure. Mais pour l'instant, on écoute notre conférencier, Jean-Christophe Bureau, professeur d'économie, spécialiste, s'il en est, d'APAC. À vous. J'espère qu'on vous entend bien. J'espère aussi que vous m'entendez bien. C'est parfait. C'est parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, oui, donc je vais essayer de garder du temps pour les échanges qui sont quand même vraiment l'élément important. Donc moi, je suis Jean-Christophe Bureau, comme c'est marqué sur l'écran. Je suis à l'Université Paris-Saclay, professeur d'économie. Je dirige
un master assez gros d'économie de l'environnement, de l'énergie, des transports, et il y a toute une partie agriculture, alimentation dedans. Alors donc, la PAC, comme ça a été dit, c'est quand même un élément assez central de la construction européenne. Ça date maintenant une 60-65 ans. C'est pas très bien parti, à mon avis. On va en parler un peu à la fin. Là, juste ce que je voulais, c'est vous parler de quelques éléments de contexte, euh, du budget des institutions, mais passer rapidement, parce que ça, c'est des choses que vous serez amenés à voir. Il me semble que c'est assez important de reprendre un petit historique des réformes pour comprendre où est-ce qu'on en est. Parce que là, on a des sommes gigantesques déversées sur les agriculteurs sous des formes de paiement à l'hectare qui paraissent, quand on est un peu extérieur, complètement. Enfin, on voit pas pourquoi. On voit pas pourquoi on permet aux gros de racheter les petits en leur donnant non seulement de l'argent, mais aussi des incitations à s'agrandir, puisque ces aides sont à l'hectare. Ça, c'est le produit d'une trentaine d'années de réformes. Donc je vais passer assez vite parce qu'on ne va pas non plus parler trop du passé. Et puis présenter un peu la PAC actuelle. Là, on a une PAC qui a commencé le 1er janvier 2023, qui va se terminer normalement fin 2027. Et on est en négociation pour la PAC suivante, sachant que toutes ces négociations, ça prend au minimum, après le calendrier européen, au minimum 2 ans et demi. Donc, on n'est plutôt pas tellement en avance. Et on va un peu parler des dernières propositions de la Commission qui datent du mois de juillet, qui ne sont loin de faire l'unanimité. On ne sait même pas ce qui vont en rester. Donc voilà. Alors, je vais attaquer un peu sur contexte et historique. Là, c'est le budget européen pour le cadre financier pluriannuel. Ce que vous voyez, c'est que la PAC, c'est dans un item 3, ressources naturelles et environnement, qui est un des deux gros items. Le deuxième, enfin le 2, c'est cohésion, résilience et valeurs. Bon, des termes un peu sexy qui changent à chaque cadre financier, hein. Mais disons que le numéro 2, c'est plutôt moins la politique de cohésion, donc les fonds structurels, qui étaient au départ destinés à ce que des régions ne traînent pas trop économiquement par rapport à la moyenne européenne. Donc c'est un peu des transferts du contribuable à ces régions sous diverses formes. Et l'item 3, c'est essentiellement la PAC, puisque dedans, il y a aussi la politique de l'environnement, mais ça, c'est assez ridicule, hein. On parle de 300 millions d'euros. Là, on est en milliards, hein. Je vous rassure, c'est pour la période de 7 ans, ça, hein. Mais l'environnement, c'est surtout en Europe une politique qui est basée sur des règlements directives, pas tellement sur du budget, hein. Il y a un programme LIFE, c'est pas grand-chose. Et puis il y a la pêche, mais c'est à peu près 1 milliard d'euros par an aussi. Donc l'essentiel de tout ça, vous voyez, pas loin de 350 milliards pour les 7 ans, c'est la PAC. La PAC, il y a deux piliers dedans, on y reviendra un petit peu, et c'est surtout le pilier 1 qui budgétairement est le plus important. Alors voyez quand même que là, c'est important pour la suite, pour les négociations, parce que vous avez des postes qui sont quand même assez ridicules au niveau budgétaire, hein, en particulier sécurité et défense. Et là, on va avoir dans la négociation sur le cadre financier qui a lieu en ce moment, évidemment des arbitrages entre les nouveaux enjeux qui sont gestion des frontières, migration, sécurité et défense, sur lesquels l'Europe n'est pas du tout, enfin le budget européen n'est pas du tout conséquent. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément beaucoup de compétences européennes au niveau juridique sur ces enjeux-là. Mais on voit bien que s'il y a de l'argent à aller chercher, ben, ça va plutôt être quand même un peu dans la PAC. Et ça, il y a beaucoup de résistance, puisque on verra un peu d'économie politique, pourquoi les États membres sont si attachés à ce secteur. Donc ça, c'est sur l'année, c'est en annuel, hein, c'est peut-être un peu plus parlant que la diapo précédente. Donc le pilier 1 de la PAC, c'est 41 milliards d'euros sur l'ensemble de la PAC qui est plutôt 55 milliards d'euros. Donc on voit que c'est quand même ce pilier 1. Alors ce pilier 1, historiquement, c'est la gestion des marchés, mais au bout de 25 ans de réforme, on ne gère plus tellement les marchés. Donc c'est maintenant essentiellement des aides directes aux agriculteurs. Et le pilier 2, il s'appelle le pilier développement rural. Il a donc un budget spécifique depuis 2007, je crois, qui s'est renommé en FEADER, Fonds européen, enfin à la fin c'est développement rural. Et le budget du pilier 1, c'est le FEAGA,
ce qui est à noter, c'est que dans les propositions du mois de juillet, tout ça, ça doit disparaître enfin, ça doit, on ne sait pas si les propositions de la Commission seront acceptées, mais il y aura fusion de ces deux budgets, donc du pilier 1 et du pilier 2, et aussi d'une partie des fonds structurels, donc les 71 milliards qui sont là. Mais ça, c'est pas encore adopté, c'est la proposition initiale de la Commission. Alors, juste pour vous donner une idée quand même, qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Là, j'ai pris des chiffres 2023. Il n'y a pas une grosse transparence de ces chiffres. Disons que le ministère de l'Agriculture n'est pas hyper transparent sur les subventions aux agriculteurs et il l'est de moins en moins. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé les chiffres 2024. Donc là, le premier pilier, marché et revenus, et je vous dis, c'est plus tellement marché, hein, c'est surtout des aides directes aux agriculteurs, c'est 8 milliards d'euros. Et ça, c'est de l'argent purement européen. Le pilier 2, développement rural, c'est un mix d'argent, donc 2,2 milliards d'euros pour l'année 2023 pour la France. Hein. C'est un mix d'argent européen et français. Il y a des contributions, chaque programme, il y a un cofinancement national dans le pilier 2. Alors nous, en France, il y a une grande flexibilité sur ce qu'on peut mettre dedans. Hein. Le développement rural, au départ, c'était surtout des aides à l'environnement quand ça a été créé, hein, en 1900, après la conférence de Corte de 1996. Maintenant, on y a tout mis, c'est un gros tutti-frutti. Il y a des aides aux assurances agricoles, il y a des aides à l'amélioration de la qualité des produits, à se constituer en AOP, en appellation d'origine, pardon, plein de trucs. Il y a des pays qui mettent toute l'électrification rurale dedans. Nous, en France, on met sur deux postes qui sont les ICHN. Alors, ça, on est déjà dans les acronymes, mais c'est les indemnités compensatrices de handicap naturel. On considère qu'il y a des régions, bon, beaucoup en montagne, où il faut un soutien spécial à l'agriculture parce que ça présente ce qu'on appelle en économie des externalités. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est-à-dire le maintien d'une population agricole en montagne, ça entretient les paysages, ça protège des avalanches, etc. Et puis, le deuxième programme un peu conséquent sur le plan budgétaire, c'est les mesures agri-environnementales et climatiques, ou agro-environnementales et climatiques, 600 millions d'euros chez nous. Ça, c'est des programmes sur plusieurs années, alors que le premier pilier, c'est un budget qui est complètement annuel. Donc, un agriculteur peut s'engager sur minimum 5 ans sur des pratiques. Et c'est des choses extrêmement adaptées aux situations locales. Vous avez une MAEC qui est sur la protection des champs en bordure des marais salants de l'île de Ré, par exemple, ou de chauves-souris dans le couloir machin de la Dordogne. Ça peut être des choses très locales. C'est une grande flexibilité, si ce n'est que quand vous faites des programmes sur plusieurs années avec des cahiers des charges, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des contrôles, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une administration derrière, et c'est assez lourd. Et c'était une bonne idée, ce basculement du premier vers le deuxième pilier que voulait faire la Commission dans les années 90, 2000, 2010. Mais en pratique, là, on a plutôt un rétropédalage des États membres sur le deuxième pilier, en particulier sur les MAEC, parce que c'est des coûts d'administration qui sont jugés quand même assez élevés. On pourra revenir là-dessus sur les questions. Donc vous voyez un peu la structure pour la France. Maintenant, quand même, vous avez aussi plein d'aides nationales à travers beaucoup de déductions fiscales, 5 milliards d'euros en 2023. Ce sera beaucoup plus, à mon avis, en 2024, vu tous les cadeaux qu'on a fait aux agriculteurs. Mais vous avez 15,6 milliards d'euros de subventions aux agriculteurs en France, dont à peu près la moitié vient du budget européen. Alors, les recensements généraux agricoles, le dernier c'est 2020, nous donnent 390 000 exploitations agricoles en France, mais 290 000 qui sont réellement professionnels. Parce qu'une exploitation agricole en France, un agriculteur, c'est quelqu'un qui peut avoir 1 hectare ou 10 ruches ou 0,4 de maraîchage, 0,4 hectares de maraîchage. Donc il y aurait pas mal d'agriculture, un peu de très partiel, de hobby, etc. Donc on considère qu'il y a 290 000 exploitations professionnelles en France. Il y en a sûrement moins 5 ans après, puisque ça disparaît à un rythme très élevé. Mettons, même si on prenait les 300 000, vous voyez 15,6 milliards d'euros, ça fait 15 10 puissance 9 divisé par 300 10 puissance 3. Il reste pas mal de zéros, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 50 000 euros d'aide par exploitation. Et ça, il n'y a absolument aucun autre secteur qui bénéficie d'une telle manne financière du contribuable. Et tous les discours que vous entendez sur ces pauvres agriculteurs qui gagnent moins de 300 euros par mois,
quand même, avec 50 000 euros d'aide en moyenne par exploitation, vous voyez bien qu'il y a des choses un peu à relativiser. C'est surtout que les moyennes ne veulent pas dire grand-chose dans ce secteur, parce qu'il y en a évidemment qui reçoivent beaucoup et d'autres qui reçoivent peu. On y reviendra. Les aides sont surtout données, toutes ces aides du premier pilier, par hectare. Les aides couplées, c'est-à-dire que certains États membres, comme la France, ont choisi de garder des aides indexées sur la production. C'est-à-dire qu'il faut produire je sais pas quoi, du poids protéagineux pour toucher, pour recevoir cette aide. Ça veut dire qu'économiquement, on soutient le produit, ce qui n'est pas le cas de tous les 6,6 milliards d'euros de paiements découplés ici. Enfin les 5, pardon, les 5,5, puisqu'il y en a 1,1 de couplé justement, où là, vous recevez des aides sans avoir l'obligation de produire quoi que ce soit, et même de produire du tout, parce que si vous laissez vos terres en jachère, sans culture, vous recevez la même aide. On verra un peu la rationalité de tout ça. Ça se défend économiquement, hein, c'est pas une critique là. OK. Alors, tiens, ça ne passe plus, ça. Si, ça y est. Donc là, ici, on a un graphique qui est dans toutes les présentations de la commission, de la DG Agri, parce qu'il retrace bien l'histoire de la PAC. Alors la PAC, ça commence par le traité de Rome en 1957, qui va donner surtout des objectifs de accroître la productivité, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans ce texte, c'est plutôt moderniser l'agriculture pour produire plus. Donc là, on ne commence pas en 1957, mais ne serait-ce qu'en 80. Alors là, ça monte, hein, c'est le budget de la PAC, mais c'est en euros courants. En euros constants, ce serait beaucoup plus plat. Et puis ça monte parce que, évidemment, il y a eu des élargissements aussi. Donc, si vous prenez cette courbe-là en rouge, ça, c'est en pourcent du PIB, hein, c'est l'échelle de droite. Vous voyez que le budget de la PAC, il a plutôt tendance quand même à baisser, hein, en termes relatifs. Ce qui est intéressant, c'est de voir le changement de couleur. Si je prends, alors le plus extrême, c'est l'année 1991, je ne suis pas sûr que vous la voyez très bien. Vous avez 30 et quelques milliards d'euros de l'époque, ce qui, à mon avis, fait sans doute plus de 70 milliards d'euros d'aujourd'hui, hein, qui sont dépensés par la PAC. Or, à l'époque, ils sont dépensés essentiellement sur ces deux couleurs, du jaune et du rouge. Le rouge, c'est les subventions à l'exportation et le jaune, c'est à peu près les frais de stockage des achats publics. Donc, on verra un petit peu pourquoi, mais vous avez ici vraiment une présence très forte de la PAC sur les achats, enfin sur l'intervention sur le marché, sur la régulation des prix. Et puis, on voit qu'il y aura une grande réforme en 1992 qui va prendre effet petit à petit. Il y en a une autre en 1999, il y en a une autre en 2003. Et ces réformes-là, elles vont nous sortir de soutien au prix, des prix garantis aux agriculteurs, et d'une manière progressive, mais quand même assez nette, hein. C'est les grandes réformes qu'on appelle la réforme McSharry, du nom du commissaire, puis la réforme Fischler, les réformes Fischler, où on va remplacer tout ce soutien des prix par justement des aides directes aux agriculteurs. Alors ça a une forte rationalité économique, parce que ce soutien des prix, il était quand même pas très efficace, très très coûteux pour le contribuable, et puis surtout, il engendrait pas mal de distorsions économiques sur lesquelles on pourra revenir. L'idée, c'est qu'à l'époque, au début de la PAC, il y avait des prix garantis, et on est monté à des prix garantis jusqu'à 200 euros de l'époque, hein. Enfin c'était des écus, mais on va dire 200 euros de l'époque, en 91, pour le prix du blé, alors que le prix mondial était plutôt à 70 euros. Donc, il y avait quand même un gros gap. À 200 euros la tonne, on produit beaucoup. Le producteur est très incité à produire. Mais le consommateur, qui est surtout le fabricant d'aliments pour bétail, lui, il n'est pas tellement incité à consommer parce que le blé est très cher. Je parle de blé, mais c'est la même chose pour l'orge, pour toutes les céréales, hein, le seigle, etc. Donc, à cette époque-là, ce qui s'est passé, c'est que ces prix garantis ont fait un énorme déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que les élevages de porcs, de volailles, tout ça, n'achetaient plus de blé européen. Ils étaient passés à des produits de substitution, du manioc, des trucs comme ça, alors qu'on incitait énormément les producteurs à produire avec ces prix très élevés. Et ça a duré pendant une vingtaine d'années. Le processus de décision communautaire étant particulièrement
défaillant, hein. Il y a un rapport de Sicko-Mansholt en 68 qui dit ça ne peut pas durer. Ben, la réforme n'a eu lieu qu'en 92, quand même, vous voyez donc, et qui est lié au fait que le processus de décision communautaire, et ça va vous intéresser, chaque État membre au sein du Conseil va essayer de ramener de l'argent. Il est très attentif à son taux de retour budgétaire de ce bon argent européen. Et que, en particulier la France, ce qui ramenait de l'argent à l'époque, c'était les dépenses de la PAC. Et donc, ça ramenait de ce bon argent allemand vers la France, plus on dépensait pour la PAC. Et même si la dépense était elle-même totalement stupide collectivement, en théorie des jeux, on appelle ça le jeu du restaurant ou le dilemme du prisonnier. L'intérêt collectif ne correspond pas à la somme des intérêts individuels. Voilà. Donc ça, on a pris beaucoup de temps pour faire ces réformes, mais ça a fini par arriver grâce à la diplomatie de commissaires absolument exceptionnels, hein, McSharry, Fischler et après Marianne Fischer-Boel. Et on est arrivé à faire ces réformes. Alors quand on va baisser le prix du blé, qui était garanti de 200 euros la tonne, si vous voulez, on va le baisser de 35% en 93 et puis de encore 15% en 99, c'est-à-dire qu'on le divise par deux. Maintenant, il y a toujours un prix garanti du blé, c'est le seul, hein, on les a supprimés pour les autres, mais qui est à 100 euros, 101 euros la tonne. Le marché du blé, là en ce moment, il est très bas. Le cours du blé, il est à 185 euros la tonne, mais il y a 2 mois, il était à 230. Donc personne ne va vendre son blé au prix minimum aux achats publics à 101 euros la tonne. De toute façon, ils sont désactivés, ces achats publics. Donc on a un peu supprimé, enfin même assez complètement supprimé cette gestion du marché par des prix garantis sur une période de 20 ans. Alors évidemment, quand vous baissez le prix de 200 euros la tonne à 101 euros la tonne pour l'agriculteur, bizarrement, il n'est pas content. Et c'est une profession qui a quand même les moyens de brûler des préfectures, bloquer des routes, etc. Donc on va quand même le compenser. Et là, on met en place cette zone en bleu de paiement dit compensatoire pour ces baisses de prix. Et ça va être l'entrée des paiements directs. Et vous voyez sur ce graphique que ces paiements directs, le budget augmente énormément. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on remplace un soutien des prix qui était en fait payé par le consommateur, avec des prix garantis élevés, très supérieurs aux cours mondiaux, à un soutien direct compensatoire payé par le contribuable. Alors en termes budgétaires, ça ne change pas grand-chose parce que toutes nos subventions à l'exportation qui étaient faites pour se débarrasser de ces excédents qu'on avait achetés, eh bien, elles vont devenir des aides directes. Puis ces aides directes, là, on voit dans les réformes que on va les verdir un petit peu à partir de 2003. Enfin, la décision est prise en 2003, ça se met en place en 2005. En 2013, on a une PAC qui est très axée sur le verdissement, qui ne va pas fonctionner du tout, d'ailleurs, on y reviendra. Et puis là, récemment, et ça va être important pour les négociations, on revient par un gros effet de boomerang sur ce verdissement. Et l'année 2024 et 2025 ont vu en fait tout ce qui était verdissement, qui était progressif depuis 2003, revenir un peu à la situation d'avant 2003, parce qu'on a, sous pression des syndicats agricoles, enlevé toutes les clauses un peu contraignantes sur l'environnement dans la PAC, ce qui est assez curieux. On les a mis pendant 15 ans, puis là, on revient en 2 ans assez en arrière. Donc les réformes, on les voit bien là-dessus. Alors, donc là, je vous mettrai les diapositives hein, parce que on va pas. Donc, le traité de Rome, vous avez les objectifs, très productivité quand même. On va mettre en place ces organisations communes de marché qui reposent sur la garantie des prix pour presque tous les produits, à part les fleurs, à part les pommes de terre, et puis un peu les cochons, c'était pas non plus tellement. Mais enfin, les autres produits vont être très soutenus. Vous aviez un prix garanti pour le vin, par exemple, hein, ce qui n'encourage pas à la qualité, parce que vous savez que vous pourrez vendre votre vin à un prix garanti minimal. Donc là, c'est des périodes dans les années 80 où on va faire un peu pisser la vigne à coup d'irrigation, on va produire du blé avec des très faibles qualités, panifiables, etc. Bref, tout un tas de problèmes. Et surtout, on produit énormément, comme je l'ai dit, et sans consommer. Donc là, on va avoir des achats publics pour soutenir les prix qui vont mettre en place, qui vont mettre en péril tout le budget de la politique agricole qui va exploser. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit un petit peu, hein. On poursuit ces réformes et puis ici, maintenant, on va avoir, après 2010, disons 2008-2010, on n'a pratiquement plus d'achats publics, d'intervention sur les marchés, de prix garantis. On a à peu près soit éliminé, soit
rendu inactif, en conservant quand même les mécanismes dans les règlements, mais avec des clauses en disant les achats sont de zéro, par exemple, ces mécanismes d'achat public pour soutenir les prix. Alors, donc ici, c'est un petit peu ce qu'on a vu là. Qu'est-ce qu'on a après? Donc, c'est une réforme importante, c'est celle de 2002 pour le découplage des aides. Auparavant, on avait donné des aides compensatrices de ces baisses de prix, mais avec un lien avec la production, c'est-à-dire des aides pour la tête d'animal, des aides pour l'hectare de blé, enfin l'hectare de céréales, ce qui continuait à inciter à la production. Et là, il y avait à l'époque la perspective de l'élargissement. 2004, il y a 10 pays qui rentrent. C'est quand même des pays à fort potentiel agricole, Pologne, Hongrie, etc. Slovaquie, enfin Tchécoslovaquie à l'époque. Et on s'est dit, si on continue à donner des aides à l'hectare de blé, ils vont produire beaucoup de blé. Enfin, surtout beaucoup de seigle et beaucoup de maïs, où on craignait des excédents énormes. Donc là, l'idée de la commission, c'était de couper le lien entre l'aide et l'incitation à produire. Donc maintenant, vous avez un découplage. Vous recevez une aide parce que vous êtes agriculteur, même si vous ne produisez pas. Et ça, c'est vraiment un changement central sur le plan économique. Puis on va introduire, ça on va en reparler après, des conditionnalités. Et c'est la première introduction de conditions environnementales. On va rajouter des conditions en 2008. Alors ces conditions, c'est ce qu'on appelle les BCAE, bonnes conditions agricoles et environnementales. Et puis petit à petit, on élimine presque toute l'intervention sur les marchés, les achats publics, sauf sur le blé où on a gardé ces 101 euros la tonne dont je vous ai parlé, mais qui ne servent plus à rien. En 2013, on verra que là, il y a plus de consensus des États membres pour continuer une politique vraiment commune. Bon, en plus, là, on est à 28 États membres, donc ça commence à devenir compliqué, des structures très hétérogènes, des conditions climatiques très hétérogènes, de nord de la Finlande jusqu'à Chypre. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Des minuscules exploitations très nombreuses en Roumanie, des gigantesques exploitations en Slovaquie. C'est plus possible, ça ne tient plus. Un sommet des ministres présidé par Michel Barnier, ministre de l'Agriculture à l'époque, qui voulait s'entendre sur une vision à long terme de l'agriculture qui a lieu à Annecy en 2008. Et là, à la consternation de l'équipe Barnier, personne n'est d'accord. Tous les États membres, aucun n'est d'accord. Il n'y a pas de. Je crois que c'est une des premières fois où ça se finit sans conclusion du Conseil. Il y a une conclusion de la présidence qui est le lendemain, il y a 3 pays qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, vous voyez, on a vraiment cette fin du consensus européen sur une politique agricole unique qui arrive vraiment en 2008, on voit les débuts, quoi. Et puis après, ça ne va faire que s'aggraver. Ce qui veut dire qu'en 2013, il y a une adoption d'une PAC qui va être déjà beaucoup plus à la carte. Et puis, en 2021, donc c'est la PAC actuelle, celle qui a pris effet au 1er janvier 2023, là, en fait, la Commission baisse un peu les bras sur le C de politique agricole commune et propose une réforme à partir de plans stratégiques nationaux. Donc, on a une collection de plans stratégiques nationaux qui se met en place depuis le 1er janvier 2023, donc jusqu'à fin 2027, on est dedans. Et là, les propositions de la Commission qui sont parues cet été. Encore une fois, rien ne dit qu'elles vont être adoptées, mais ça va encore plus loin. Là, il y a le ministre irlandais de l'Agriculture, c'est la politique agricole uncommon, c'est-à-dire on remplace le C par un U. C'est un peu sa vision et c'est pas complètement faux. Alors donc, les institutions, ça, vous les connaissez, je pense, parce que c'est un peu votre boulot quand même. Il y a la commission. Alors très souvent on dit la PAC c'est la commission qui le fait. C'était assez vrai. C'est devenu assez abusif maintenant. Donc la commission, elle assure le respect des traités, mais elle n'a pas de pouvoir de décision sur la PAC. Elle en a dans le domaine de la politique de la concurrence, parce que ça, on lui a délégué. Tout ce qui est concurrence, quand c'est national, c'est nos conseils de la concurrence, mais dès que c'est transnational en Europe, c'est une direction générale de la Commission. C'est le seul endroit où elle a un vrai problème, une vraie compétence de pouvoir exécutif, si vous voulez, quoi.
Par contre, elle a donc le monopole de l'initiative législative. C'est elle, il n'y a que elle qui peut mettre sur la table des propositions de réglementation et de directives, hein, de règlement et de directives. Pendant très longtemps, la Commission, elle va utiliser ça pour faire un peu ce qu'elle veut. Parce que jusqu'en 2009, le Parlement européen n'est pas codécisionnaire sur la PAC. Et là, le changement qui va avoir lieu en 2009 est vraiment très, très important, puisque après la nouvelle version donc, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement a complètement codécision. Mais la Commission, elle a encore ce monopole de la rédaction des propositions. Auparavant, les grands commissaires historiques, McSherry, Fischler, Fischer-Boel, ils avaient envie de faire une réforme et eux, ils travaillaient beaucoup avec les scientifiques, avec les économistes en particulier, pour dire cet outil-là, il est quand même pas très efficace, on pourrait plutôt le changer avec autre chose. Là, on a mis des quotas, mais on pourrait plutôt mettre, je sais pas, du gel de terre, des choses comme ça, si on veut limiter la production. Et il dessinait un peu son projet de réforme. Et puis, il arrivait un peu par surprise, la commission, et le faisait passer en naviguant, parce que c'était quand même des immenses diplomates, hein, Franz Fischler en particulier, en naviguant entre États membres, en donnant un peu des concessions, enfin, en jouant vraiment cette partie de Go pour faire passer son texte. Et ça a marché assez bien, et c'est grâce à ça, je dirais, qu'on a fait ces grandes réformes, qui étaient plutôt utiles à l'époque. Quand en 2013, enfin 2000, plutôt en 2010, il y a eu les premières propositions pour la PAC 2013. Nous, au nom de l'Association européenne des économistes agricoles, on allait voir le commissaire, Dacian Cioloș à l'époque, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette réforme à la noix? Enfin vraiment, vous aviez dans les textes préparatoires, vous avez dit qu'il y aurait un basculement du premier au deuxième pilier des budgets, qu'on allait faire plus d'environnement, qu'on allait... Et là, il n'y a rien du tout. Et Cioloș, il nous a dit, les gars, vous n'avez pas compris, il y a eu un traité, et puis maintenant, il y a le Parlement qui a codécision. Il est tout puissant, en fait, et je ne peux plus faire comme faisaient mes prédécesseurs, naviguer à travers le Conseil, donc les États membres, une réforme dont j'ai envie. Maintenant, il faut que je co-construise tout à fait à l'amont. Et à l'amont, le Parlement, il y a le comité de l'agriculture, Comagri, qui est quand même assez noyauté par, disons, les syndicats assez conservateurs, pas trop proches de l'environnement, tout ça. Donc, je suis obligé de mettre énormément d'eau dans le vin que voudrait faire la Commission, que voudrait boire la Commission. Ce changement-là, il faut vraiment que vous en teniez compte, parce que là, beaucoup de choses se font au niveau du Parlement, et c'est pour ça qu'on n'a plus vraiment de réformes très ambitieuses, et qu'on a plutôt cette renationalisation de la PAC depuis 2013. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la commission? Ça, c'est un peu, vous verrez dans les transparences et comment la décision est prise entre le Coreper, enfin les comités de gestion, etc. C'est un peu de la cuisine technique, on pourra y revenir si vous voulez. Le conseil, donc ça, c'est le conseil qu'on appelle, nous, le conseil de Agrifish, agriculture et pêche. Hein. En fait, le conseil, j'imagine que vous connaissez ça très bien, mais enfin, quand on regarde les émissions de télé, on a des décisions du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe doit y avoir 48 pays, etc. Et puis on vient d'exclure la Russie, mais enfin, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, qui sont publiés. On a toujours un journaliste de télé qui nous dit « Ah, c'est la faute à Bruxelles ». Ben non, c'est pas du tout Bruxelles, le Conseil de l'Europe, c'est encore autre chose. Là, c'est le Conseil Euro, c'est le Conseil des ministres. Alors, ça s'appelait auparavant le Conseil des ministres, maintenant on dit le Conseil ou Conseil Agrifish. C'est la réunion des ministres en charge de l'agriculture dans les États membres. Donc, c'est la représentation des États membres. Et ça, c'est la deuxième, c'est le deuxième codécisionnaire avec le Parlement. Donc, auparavant, je vous ai dit, le Conseil avait tout, il pouvait juste ignorer l'avis du Parlement, hein. Donc, il décidait un peu tout, et c'est pour ça qu'on avait cette espèce de théorie des jeux dont je vous ai parlé sur le budget, chacun visant son retour budgétaire.
Donc la France allait soutenir une politique extrêmement coûteuse, même si elle était parfaitement débile, sur les céréales, parce que c'est ce qui ramenait le plus d'argent à la France. Mais enfin, en face, les Italiens faisaient la même chose sur l'huile d'olive, les Espagnols sur les fruits à coque, les Grecs sur le coton. Donc on avait vraiment cette espèce de jeu qui faisait gonfler les dépenses et qui n'allait pas forcément dans le sens de politique très efficace. Ça, c'est pour ça que Michel Rocard était revenu une fois ministre de l'Agriculture en disant le Conseil, c'est vraiment l'assassin de l'Europe. Ils sont incapables de penser à long terme. C'est une somme d'intérêts nationaux. Il était complètement vert. Je crois que c'était. Enfin, je sais plus, il avait publié ça dans le Figaro au début des années 2000, je crois. Je sais plus, un truc comme ça. Il était déjà plus ministre de l'Agriculture. Enfin bon, c'est du détail. Mais vous voyez, c'est la somme un peu des intérêts nationaux, le Conseil. Ça, c'est assez clair dans cette histoire-là. Euh, tiens, donc les votes, ça vous les connaissez. L'agriculture, c'est essentiellement la majorité qualifiée. Il faut, grosso modo, il faut un certain nombre d'États membres. Une minorité de blocage, ça doit être 5 États, 5 gros États membres ou 13 très peu peuplés. Et puis, on a ces structures-là. Et ça, eux vont travailler en parallèle du Parlement sur les propositions de la Commission, les propositions législatives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc, l'autre poids lourd dans les trois, c'est le Parlement européen. Donc, comme je vous ai dit ici, tout ce qui est agricole, ça passe par la Comagri, qui va étudier, enfin, qui va faire un premier vote. Alors, le vote, c'est vraiment phrase par phrase avec trois boutons, oui, non, abstention. Chaque parlementaire au sein de la Comagri a ça. Et ils étudient les propositions de la commission, chaque amendement sur chaque phrase, et puis il y a vote là-dessus. Je crois que c'est une quarantaine de députés européens qui sont dans la Comagri. Moi, j'y ai souvent présenté parce que la Comagri n'a pas vraiment... Enfin, le Parlement, un de ses gros problèmes, je trouve, c'est qu'il n'a pas énormément d'expertise technique. La commission, elle est ultra experte, elle gère les marchés, enfin, elle connaît tout, elle a toutes les stats, etc. Le Conseil, bah, c'est les États membres, ils ont quand même des bons fonctionnaires dans la plupart du temps. Le ministère de l'Agriculture français, il y a des tonnes de polytechniciens, etc., qui sont les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Il y a une vraie expertise technique. Le Parlement, il n'a pas grand-chose. Donc le Parlement, et en plus, il se méfie énormément de la Commission, parce qu'il pense que la Commission, c'est un tas de bureaucrates non élus qui font la loi, qui l'ont faite pendant trop longtemps à la place du Parlement, et ils ne font pas confiance à la commission. Voilà. Sauf qu'ils en ont quand même un peu besoin parce que la commission est les seuls à avoir les chiffres souvent. Donc ils vont acheter une expertise à l'extérieur, pas très cher, mais enfin voilà. Donc ça va souvent tomber sur des gens comme moi. Donc on présente nos rapports pour éclairer la position du Parlement sur les réformes de la PAC, sur les négociations avec le Mercosur, sur les agrocarburants, sur des choses comme ça. Enfin, c'est des sujets dont je me suis occupé. En général, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ils ont, la dernière fois, le texte et le rapport que nous avions fait pour éclairer la décision de la Comagri, enfin la position de la Comagri, on a découvert qu'on le présentait l'après-midi alors qu'ils avaient voté leur décision le matin. Bon, voilà, mais c'est un peu décevant entre nous. Là, je sors un peu de ma casquette de conférencier, mais enfin, quand vous présentez des choses un peu techniques, et c'est vraiment technique la PAC, hein, sur les détails quand vous allez dedans, vous avez 40 personnes, il y en a 30 qui n'écoutent pas, qui n'ont rien lu, qui prennent la parole pour dire que c'est un scandale en hurlant, dans des langues bizarres. Alors on s'en fout un peu nous-mêmes, mais bon, c'est uniquement lié au fait qu'il y a son assistant parlementaire qui le filme au smartphone et que ça va aller sur son site web. Mais enfin, ça ne fait absolument pas progresser les dossiers. Et enfin, beaucoup. Enfin, du coup, il y a, à mon avis, un gros problème démocratique, c'est qu'au sein de la Comagri, bah, il y a 10 personnes qui comprennent ce qui se passe, qui connaissent les dossiers par cœur, qui savent que si on change légumineuse en soja, etc., dans tel endroit, ben, en fait, on vide un texte de toute sa portée. Ça, c'est absolument incroyable ce qu'on arrive à faire quand on maîtrise bien les côtés techniques, hein. Je pourrais vous citer vraiment l'anecdote qui a vraiment rendu à zéro, enfin,
Donc on a quand même un problème, à mon avis, d'information, de compétences techniques au Parlement européen qu'il faut pas négliger. Tout ça, c'est un petit peu ce que j'ai dit pour l'absence de service d'appui. Le reste, bon, bah, je pourrais un peu creuser si ça vous dit dans les transparences. Ça me paraît pas essentiel de s'appesantir là-dessus. La Cour de justice, ben, elle est assez mineure, mais enfin, il y a eu quand même quelques changements de la PAC qui sont liés à ces décisions. Surtout en matière de normes, hein. Il y a un arrêt célèbre, le Cassis de Dijon, qui a fait qu'on a une reconnaissance mutuelle dans l'Union européenne des différents règlements nationaux, en fait, ce qui est considéré comme bon dans un pays, pour faire simple, doit pas être considéré mauvais par un autre, hein. Je fais vraiment de la vulgarisation juridique. Je pense que des juristes se retournent dans leur tombe en m'entendant, mais voilà. La Cour des comptes, c'est une source assez intéressante parce qu'elle fait des rapports qui n'ont pas l'air de servir à grand-chose, mais qui sont assez bien faits la plupart du temps et qui, généralement, c'est une assez bonne source d'informations qui sont très critiques sur la PAC, sur sa gestion, sur son fonctionnement, sur l'inefficacité de la PAC à améliorer l'environnement, l'échec du verdissement. Là, vous avez quelques très bons rapports qui sont faits, quoi, en disant ben, tout cet argent, il est mal distribué, ça ne sert à rien, regardez cette. Bon, je crois que c'est un peu comme la Cour des comptes chez nous, c'est très intéressant. J'ai pas une impression que ça a un impact énorme sur la suite des événements. Mais bon. Alors, où est-ce qu'on en est après la Cour des comptes? Ça, c'est le cadre de la négociation. Alors, la dernière fois, donc, la négociation sur la PAC, elle est en parallèle avec celle sur le cadre financier pluriannuel. Combien de temps j'ai déjà passé? Oula. Donc, ça veut dire que les députés européens vont refuser de parler de PAC si on n'a pas parlé ou si on ne parle pas en même temps du cadre financier. Donc, les deux sont négociés un peu en même temps. Donc là, la Commission met sur la place publique ses idées. Donc, en général, c'est un premier texte d'orientation générale. Puis, un peu moins d'un an après, un texte de provisoire législatif, enfin rédigé comme s'il avait publié au journal officiel, quoi, avec en général des chiffres entre crochets. Et puis, alors entre les deux, avant et entre les deux, pardon, j'oublie, il y a des grandes consultations des États membres, du Parlement, du Comité des régions, de l'industrie, les consommateurs, les ONG, les agriculteurs, bien sûr. Entre les deux, ça recommence. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la Commission, elle n'a pas, enfin, en pratique, elle prend beaucoup d'initiatives, mais légalement, elle est quand même, enfin, son rôle est un petit peu contraint par ce qu'il y a dans les traités. Or, si vous reprenez le traité sur la PAC, eh ben, il date de 1957. Alors, je l'avais mis plus haut, là, je ne sais plus où c'est, tout à fait au début, je reviens, je suis désolé, c'est peut-être pas très traité de Rome. Regardez les objectifs: accroître la productivité, assurer un niveau de vie équitable, stabiliser les marchés, assurer la disponibilité de l'offre à un prix raisonnable aux consommateurs. Il n'y a rien sur la santé, il n'y a rien sur l'environnement, il n'y a rien sur plein de trucs, genre bien-être animal, qui est vraiment la grande cause maintenant, hein, si vous voulez. C'est là qu'il y a les lobbies les plus forts, pratiquement. Avec le lobby agricole, c'est le lobby bien-être animal. Et ça veut dire que lorsqu'on a fait le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme je vous ai dit, il y avait tellement de divergences entre États membres qu'on n'a pas été fichu de réactualiser les objectifs de la PAC. Donc, ce qu'on a fait, c'est un copier-coller. Donc, c'est un peu les mêmes objectifs. Et c'est complètement paradoxal parce que on a pris des engagements qui ont été signés, ratifiés par tous les parlements nationaux sur l'environnement, dans le cadre des Sustainable Development Goals, par exemple, dans le cadre de la COP 21. Alors la Pologne n'a pas ratifié, d'accord, mais il y a quand même 26 États membres qui ont ratifié, qui parlent d'agriculture et d'environnement. Et nous, la PAC, ben, officiellement, non. Alors, pour la Commission, c'est quand même embêtant parce qu'elle n'a pas grand-chose de solide sur lequel s'appuyer pour proposer une réforme en tant que garant des traités, quoi. Donc, elle va inventer pas mal ces grandes conférences citoyennes, consultations citoyennes, où elle va pouvoir dire, eh bien, je me suis appuyé sur l'arbitrage, sur voilà, l'opinion des peuples, etc. Entre nous, c'est assez bidon. Moi, j'avais fait la synthèse de la grande consultation citoyenne pour la PAC 2013.
Bon, vous avez 50 000 fois le même copier-coller envoyé par les syndicats agricoles par tous leurs adhérents, puis vous avez 10 000 fois des oiseaux qui disent l'agriculture, c'est pas gentil parce que ça tue des animaux, et puis enfin voilà, on ne peut pas en tirer grand-chose entre nous, donc c'est à mon avis du domaine un peu de l'alibi, mais là je suis en off, quoi. Mais ça permet quand même à la commission de dire, de justifier, entre guillemets, sa proposition de réforme, sachant qu'elle n'a pas non plus énormément de choses sur lesquelles s'appuyer. Donc ça, c'est les textes de la commission. Il y a à la fois le Parlement qui vote ces amendements, il y a à la fois le Conseil qui amende tout ça, etc. Et on revient avec deux textes. Et à la fin, il y a une réconciliation de ces deux textes. Enfin, à la fin, ça dure quelques mois, hein, dans le cadre d'un trilogue. Là, il y a un accord, et puis après, il y a parution, ça prend encore 7-8 mois, des textes officiels dans le journal officiel. La PAC, c'est des règlements. Avant, il n'y en avait qu'un, après, il y en a eu deux. Là, maintenant, la proposition, c'est 5 règlements différents. D'ailleurs, la PAC actuelle, ça doit être au moins, je ne sais plus combien, 3 ou 4 déjà, qui définissent. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut connaître parce que c'est là qu'il y a l'info officielle à laquelle il faut revenir quand même assez souvent parce que les interprétations, c'est souvent assez vague. Il faut aller revenir à ces textes-là. Donc là, vous avez un peu ce calendrier. Les règlements sont parus en décembre 2021 pour une application au 1er janvier 2023. Il y a eu 2 ans de retard dans la négociation. C'est la première fois qu'on prolonge l'ancienne PAC de 2 ans. Donc la PAC actuelle, elle est pour 5 ans alors qu'elle aurait dû être pour 7 ans. On pourra revenir sur les causes. C'est grosso modo un désaccord assez profond. Les mécanismes économiques, je vais passer assez vite. J'ai masqué la plupart des diapos, mais c'est quand même pour vous expliquer l'ancienne PAC et pourquoi on en est venu là. Donc en économie, on a en général une offre qui croît avec les prix. Plus c'est cher, plus les prix sont élevés, plus l'agriculteur produit. Une demande qui décroît avec les prix. Plus les prix sont élevés, Alors la demande agricole, c'est beaucoup les acheteurs de céréales, par exemple, c'est beaucoup le secteur de l'alimentation animale, hein. C'est pas que le boulanger et sa baguette. Et ça nous crée le marché avec l'idée, c'est de reconstituer à travers les marchés d'intérêt nationaux, comme là vous avez Nantes ou Rungis, ce qu'on appelle un marché valracien, c'est-à-dire où les prix s'ajustent pour équilibrer l'offre et la demande. Or, ce prix-là, il n'est pas forcément celui que veut le politique, le prix qui va s'établir à ce croisement-là. Et dans la PAC historique, on mettait ces prix garantis, ici, à un niveau supérieur à ce prix d'équilibre, parce qu'on considérait que les agriculteurs méritaient des prix plus élevés que le prix de marché. Sauf que le prix garanti, vous ne pouvez le garantir sur un marché valracien comme ça que si vous enlevez les quantités du marché. Donc toute la PAC classique, c'était d'acheter ces quantités-là. C'était ce qu'on appelait le mécanisme d'intervention. En fait, ça veut dire qu'on coude la courbe de demande. Au-delà d'un certain prix, l'État rachète tout. C'est une demande, ce qu'on appelle infiniment élastique ici, rachète tout. Donc évidemment, cette quantité-là, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Et c'est ça qui explique les énormes stocks qu'on a accumulés avec ces coûts de stockage en jaune ici, là. Et comme on cherchait à s'en débarrasser, on les a soit détruits, chou-fleur, artichaut, poire, pêche, etc. Soit on les a stockés pendant très longtemps, du beurre dans des frigos, et puis on a fini par essayer de s'en débarrasser en les exportant sur un marché tiers. Le beurre sur l'URSS à l'époque, la poudre de lait sur plein de pays, enfin bref, tout un tas de produits comme ça. La viande bovine sur l'Afrique de l'Ouest, qui a passablement déstructuré les élevages locaux, parce que quand vous avez des quantités subventionnées qui arrivent, et ça, c'était vraiment les gros budgets de la PAC. Là, maintenant, avec ce découplage, on ne va plus avoir ces problèmes-là. On a réduit il n'y a plus ces achats publics, on les a mis à peu près à zéro. On a baissé ces prix d'intervention. Maintenant, les producteurs reçoivent les prix du marché. Alors, c'est un prix qui est beaucoup plus instable, évidemment, pour eux. Ils ont toujours du mal à digérer cette instabilité des prix. Quelquefois, il est très élevé. Là, en ce moment, le prix du blé est très bas. Alors, ça veut dire qu'évidemment, ça se rajoute à tout un tas de problèmes, de changements climatiques, de mauvaises récoltes, etc. Par contre, vous les entendez un peu moins quand le prix du blé est monté à 400 euros la tonne. Là, il est à 180, si vous voulez. Disons qu'en dessous de 200 euros, c'est difficile
de produire dans des conditions rentables sur beaucoup d'exploitations françaises, hein. C'est très hétérogène, bien sûr, les coûts de production, mais là, en ce moment, c'est quand même assez délicat, quoi. Par contre, les éleveurs de porc qui ont connu 5 années de prix très élevés avec une demande chinoise, on ne les a pas tellement entendus râler jusqu'à ce que ça baisse, si vous voulez, quoi. Donc, historiquement, on a cette PAC de soutien des prix qui suppose des achats publics, démantèlement des prix garantis, passage à une politique d'aide directe, hein, à la début des années 2000, quoi. Découplage des aides à partir après 2004. Et maintenant, on a ici un ensemble de paiements qui sont fonction essentiellement des surfaces, paiement à l'hectare. Donc je ne reviens plus trop là-dessus. La PAC actuelle, euh, donc c'est une politique de plans stratégiques nationaux. On enlève quand même pas mal du C de la PAC commune. Je vais bientôt arriver au bout de mon... Et je suis très loin d'avoir fini. Donc ici, on a un ensemble plan stratégique nationaux qui doivent répondre à ces 9 objectifs, qui sont des objectifs extrêmement vagues, c'est-à-dire que grosso modo, il faut vraiment le chercher si on ne veut pas répondre à ça dans les plans nationaux. Donc ce n'est pas du tout contraignant. Compétitivité, revenus, et puis 3 objectifs environnementaux très, très vagues et 3 objectifs un peu sociaux, quoi, sociétaux. Là-dedans, vous avez beaucoup le bien-être animal. L'idée, c'est que là, c'est ce qu'on appelle un nouveau modèle de mise en œuvre, New Delivery Mechanism. Il y a l'Union européenne qui définit ses objectifs, qui définit des indicateurs qui sont eux-mêmes très très peu précis, qui approuve les plans nationaux, elle a tout approuvé avec des changements mineurs, hein, et puis qui va laisser les États gérer, contrôler, gérer toutes les demandes d'aide, et va faire des audits tous les 2 ans, des évaluations de la performance. Donc c'est ça la PAC actuelle. L'organisation de la PAC, on a donc ce premier pilier qui a été assez saucissonné. Vous avez un paiement de base par hectare, ça tout le monde le reçoit dès que vous êtes agriculteur éligible par traité. Voilà. Paiement redistributif, c'est la France a choisi de mettre plus d'aide sur les 52 premiers hectares pour défendre le modèle d'agriculture familiale. Ça, c'est contestable, c'est contesté. C'est pas mal contourné, hein. Un des principaux leaders syndicaux français qui a 700 hectares a scindé sa ferme pour recevoir 3 fois le paiement sur les 52 premiers hectares. Donc, ça peut être assez vite contourné. Et puis, la réforme mis des éco-régimes. Là, normalement, c'est dans le premier pilier et ça veut dire que vous pouvez recevoir de l'argent uniquement si vous faites des actions en faveur de l'environnement. Il y a un paiement pour les jeunes agriculteurs et puis il y a des aides couplées qui n'est pas dans tous les pays. Ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, vous avez, ça n'a pas tellement changé, c'est mesures contractuelles, pluriannuelles sur le climat et l'environnement, les ICHN, les limites compensatrices de handicap naturel, et puis tout un tas de choses qui sont dedans. Donc ça, c'est un peu la structure standard de la PAC qui fait dire à la Commission que c'est encore une politique agricole commune parce qu'il y a cette structure commune et qu'il y a quelque chose qu'on appelle la conditionnalité. La conditionnalité, c'est quoi? Toutes les aides sont sujettes à un respect d'obligations statutaires, c'est-à-dire qu'il faut que les agriculteurs respectent la directive sur la santé des travailleurs manipulant les substances toxiques, la directive nitrate, la directive habitat, la directive oiseaux, la directive cadre sur l'eau, des choses comme ça. Ce qui pose pas mal de problèmes parce que ça les embête, hein. En particulier la directive nitrate, parce qu'en France, ça veut dire qu'il y a des zones de captage protégées et ils n'aiment pas ça du tout. On ne peut pas mettre d'engrais, enfin pas beaucoup d'engrais dessus, et c'est un sujet de contestation. Et puis les BCAE, ces bonnes conditions agricoles et environnementales, qui ont été énormément simplifiées. Vous en avez plus que 9 là. Et il y en a une qui va être très très conflictuelle, c'est la 8, maintien des éléments du paysage. Surtout que normalement en 2023, dans la 8, il y avait le fait de laisser 4% des surfaces agricoles en réserve favorable à la biodiversité. La biodiversité, c'est quelque chose qui s'effondre. Le mot effondrement est souvent un peu galvaudé par des militants, mais là, c'est un vrai effondrement de la biodiversité, hein. C'est une catastrophe, tous les indicateurs. Donc, c'était fait un peu pour ça. Et là, ça faisait partie de cette BCAE 8.
qui, comme la directive nitrate, a été énormément combattue par les syndicats agricoles. Et là, depuis 2 ans, il n'y a plus cette obligation de maintien des éléments du paysage, enfin des 4% de jachère, de choses comme ça. On est en train de revenir énormément là-dessus. Donc en France, on a évidemment pris tout ça et je dois voir la déclinaison française du plan stratégique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en France, on a ces niveaux de paiement-là, donc paiement de base, à peu près 120 euros hectare. Paiement sur les 52 premiers hectares, c'est 48 euros hectare, qui s'ajoute évidemment au paiement de base. Les éco-régimes, là, ça vient d'être abaissé à 45 et 62 hectares, mais l'évaluation de l'INRAE est quand même assez intéressante parce que 99,7% des agriculteurs français peuvent recevoir les éco-régimes sans rien changer. Alors que c'est des aides qui sont normalement pour des pratiques vertueuses pour l'environnement. Mais le politique français a mis en place des cahiers des charges extrêmement laxistes pour que ce soit simplement un supplément au paiement de base, en fin de compte, puisque tout le monde le reçoit. Enfin, 97% des agriculteurs l'ont reçu et la plupart du temps sans rien faire de spécial. Un paiement jeune agriculteur et puis quelques aides couplées. En France, on va surtout chercher à inciter à la production de protéines, parce qu'on veut réduire notre dépendance au soja. Alors là, on va passer assez vite là-dessus. Ce que je vais faire, c'est plutôt parler dans les 5 minutes qui me restent des négociations actuelles, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Donc là, les évolutions récentes par rapport à la politique de 2023, donc, c'est que c'est d'une part un affaiblissement de ces 2 dernières années de tout ce qui est contrainte réglementaire. Contrainte, c'est plutôt le mot employé par les syndicats, de tout ce qui est, donc c'est BCAE, cette conditionnalité. Là, il y a beaucoup de choses qui ont sauté sous pression des manifestations agricoles, avec aussi l'idée que la Commission a fait une réforme un peu, d'ailleurs, la légalité un peu contestée par les ONG, de simplification pour la compétitivité, prétextant de la hausse des cours après l'invasion de l'Ukraine, quoi. Donc là, on a vraiment un mouvement qui traduit la pression des États membres et du Parlement européen, de la Commission, en disant tout ce qui est environnemental, maintenant, ça passe plutôt au second degré par rapport à la compétitivité. Tout ce qui était le pacte vert, ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, j'avais quelque chose, normalement, c'est quelque chose qui est adopté, le principe, depuis 2020, par les États membres et le Parlement. Et dans le pacte vert, il y a un volet qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la table, qui prévoit des choses assez fortes sur l'environnement, en particulier des fortes baisses de réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse. En théorie, la PAC 2023 aurait dû être le vecteur législatif du pacte vert, puisque tout ça s'était adopté sur le principe. Mais en fait, ça n'a pas été du tout le cas. Il y a une grosse orthogonalité entre ce qu'on a décidé d'un côté et de l'autre. Suite aux pressions des États membres et du Parlement et syndical, la Commission remplace progressivement les objectifs agricoles et alimentaires du pacte vert par un texte de vision que vous verrez là, c'est paru en février 2025, qui insiste vraiment sur la compétitivité et la simplification et qui enlève quand même un peu les 20 ans de verdissement de la PAC. En juillet, proposition dans le cadre de la proposition d'un budget pour la PAC, avec fusion, dans ce qui est proposé, des 2 piliers, et fusion aussi avec un certain nombre de fonds structurels, en disant les États membres, maintenant vous allez avoir le package, et puis ce sera à vous d'aller chercher un peu là-dedans ce que vous voulez soutenir. Donc ça, c'est encore à la phase de proposition. Politique très très décentralisée dans les développements récents, dans les propositions de la Commission. Le budget global, alors là, vous pouvez vous exciter sur les chiffres parce que personne n'est d'accord sur les calculs. Ça dépend de ce qu'on cause. Pour la Commission, il n'y a pas du tout de baisse du budget de la PAC parce qu'ils peuvent taper les États membres peuvent taper dans les fonds structurels, etc. Mais pour les lobbies agricoles, on perd 24% de budget de la PAC, etc. Donc, je vous conseille un post de Alan Matthews sur le blog capreform.eu
qui est vraiment, Alan, c'est le grand spécialiste hein, des finances de la PAC, qui vous donnera, c'est un post d'il y a 15 jours, là, qui vous donnera des éléments assez intéressants. Donc tout ça, c'est les budgets. Cette proposition de fondre dans un seul fonds, qui s'appelle le plan de partenariats régionaux et nationaux, enfin c'est un RPF quand on parle du fonds et P à la fin quand on parle du plan. Là, eh bien, il est là-dessus justement ce poste de Alan Matthews. Là, vous avez plusieurs postes. C'est vraiment le grand spécialiste, hein. La commission se plaint qu'on s'informe plus sur le blog de Alan Matthews que sur le site de la commission, et c'est vraiment extrêmement sérieux. Donc, vous pouvez faire confiance à ça. Évitez par contre un truc qui s'appelle Farm Europe, qui est quand même vraiment l'expression du lobby agricole et qui sort un peu n'importe quoi comme chiffre. Euh, donc ça, c'est la dernière proposition. Je finis, hein. La gouvernance, là, il y a vraiment aussi une réforme de la gouvernance bon, qui met beaucoup plus de décentralisation. L'idée, c'est vraiment que les États membres choisissent entre les programmes, en plus de gérer, etc., que même leur reporting est un peu supprimé, puisque l'idée, c'est de demander l'accès, que la Commission ait accès directement au logiciel de dépenses, plutôt que de faire des rapports tous les ans ou tous les 2 ans. Les aides aux agriculteurs, il y a une proposition de la Commission d'avoir un tunnel d'aide entre 130 et 240 euros hectare selon les pays, modulé par région, par canton si on veut, ça les États membres font ce qu'ils veulent. Et puis un plafond, une dégressivité, un plafond de 100 000 euros. En pratique, alors ça, les États membres, la Commission a toujours proposé des choses comme ça, les États membres ont toujours refusé, parce qu'il y a des lobbies des gros agriculteurs, il y a aussi le fait que ça changerait les sommes distribuées entre États membres. Il y a des États membres où il y a des grandes exploitations, si on plafonne, ils vont recevoir moins d'argent. Là, en pratique, ça risque de ne pas changer grand-chose parce que dans ces 100 000 euros, on va décompter en plus tout le travail salarié. Donc, c'est douteux que ça ait un impact énorme, hein. Et puis, des outils de gestion de crise. À l'heure actuelle, il y a assez peu d'outils dans la PAC pour gérer des crises et c'est un peu un problème. Là, la Commission propose une réforme là-dessus. Elle s'occupe des crises de marché et les États membres s'occupent des désastres naturels, des épidémies, etc., sur justement cette grosse enveloppe de fonds. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais vous dire un mot sur la souveraineté alimentaire, puisque là, c'est vraiment devenu le mot à la mode, hein. Simplification et souveraineté alimentaire, c'est ce qui guide maintenant la PAC. Vous voyez que c'est plus du tout le verdissement comme avant. Méfiez-vous quand même de ce terme-là, qui est très très à la mode en France. Le ministère de l'Agriculture s'est rebaptisé MASA, Agriculture et souveraineté alimentaire. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. C'est plutôt un cache-sexe actuellement pour les lobbies agricoles qui souhaitent lever les contraintes environnementales. Parce que notre vraie sécurité alimentaire, ce serait quand même de dépendre un petit peu moins des engrais russes et autres choses comme ça qui sont nécessaires à la production justement intensive. Pour résumer, si vous voulez vraiment être souverain, il vaut mieux aller sur des agricultures enfin, très économes en intrants de synthèse, qui sont presque tous importés, c'est-à-dire plutôt vers le bio si on voulait être cohérent, et certainement pas utiliser cet argument de souveraineté alimentaire pour relâcher les contraintes sur les pesticides, comme c'est ce qu'est en train de faire notre ministre. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore ministre aujourd'hui, mais s'il le sera demain, mais c'est vraiment ça. Donc là, méfiez-vous de ce terme, allez voir vraiment ce qu'il y a derrière. On ne peut pas produire de manière intensive sans des engrais russes. Mais il n'y a qu'eux qui en ont, hein. Enfin, il y a les Marocains aussi, mais leurs phosphates sont pleins de cadmium et on est en train de tout empoisonner. Donc là, on se retourne sur les engrais russes, sur les molécules des pesticides qui viennent de Chine. Et ça, c'est quand même pas des gages de sécurité très, 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 très élevés. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà débordé. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, je ne sais pas si vous nous partagerez, Jean-Christophe, les présentations, ça serait Je, peut-être je utile. vous l'envoie. Ah, bah, Je vous super. l'envoie et puis comme ça, vous le partagerez parce que je vais le mettre en PDF. Ça prendra moins de place. Là, c'est Bon, énorme. Je ne peux pas le super. poster dans le Zoom. Bon, on vous remercie. Je pense que compte tenu de ce qu'était le planning de la séance, on n'aura pas le temps pour les questions. Donc voilà, faudra vous irez voir le site d'Alan Matthew pour aller plus loin. Euh,
Donc, je donne tout de suite la parole au Bibi pour la suite de la séance. Et on vous remercie encore 1000 fois, hein, Jean-Christophe, pour Je vous cette en prie. belle conférence et très, à la fois très informée et puis assez cash par moments, ce qui nous permet de saisir là où sont les vrais enjeux. Donc, mille merci. Au revoir. Au revoir. Bon, je partais là tout de suite, bien sûr, car vont être mis en ligne le scénario et le tableau des rôles. À la fin du scénario, vous trouverez le QR code pour la communauté WhatsApp qui a été créée. Tu veux Voilà, très rapidement. Merci à ceux qui ont gardé la surprise pour les rôles jusqu'au bout, s'il en reste encore. Et donc, c'est le moment. Attendez. Voilà, donc normalement, si vous allez sur le site, sur le Serious Game, le menu déroulant, et dans scénario et rôle, vous pouvez télécharger le scénario et le tableau des rôles. Et voilà. Si vous scannez le QR code, vous aurez accès à la communauté WhatsApp. Alors, je vais prendre juste 2 minutes. Je sais que en plus, le timing est assez serré, je suis désolée. Mais juste pour dire que normalement, en bas du scénario, c'est ça, si je ne me trompe pas, il y a le QR code qui a été mis pour la communauté WhatsApp. Donc, je vous invite tous les joueurs, que ce soit Santos ou les autres, à rejoindre la communauté et à cliquer sur le lien dans le scénario en bas. Et ensuite, vous aurez accès dans cette même communauté WhatsApp à plusieurs groupes. Et donc, selon votre rôle, que vous soyez médias, États membres, stakeholders, députés, etc., vous aurez un groupe par famille de rôle. Et donc, vous pourrez demander à le rejoindre et on vous acceptera assez rapidement. Donc, si vous n'acceptez pas de suite, c'est normal, il faut qu'on fasse des vérifications au niveau des noms à chaque fois pour que vous rentriez dedans. Mais ça se fera rapidement et on essaiera d'être le plus efficace possible. Et donc, normalement, voilà. Et juste petit point pour les députés. Précisément, les députés, vous n'avez pas juste un groupe WhatsApp à rejoindre, mais vous avez votre groupe, votre commission parlementaire, le groupe général du Parlement, votre commission parlementaire. Donc, que vous soyez à. Et votre groupe politique sera créé par la présidente du Parlement européen. Voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. Tout le monde voit bien le tableau, le scénario. C'est affiché pour vous. Ouais, tout le monde a. Et j'en profite pour rajouter aussi qu'il y a un mail qui va être envoyé à tous pour vous indiquer votre identifiant et votre mot de passe pour ceux qui n'ont pas les modifier. Voilà. Et juste aussi, maintenant que vous avez vos rôles dans la salle du conseil, il y a une société d'émission, vous pouvez faire des photos et éventuellement tourner des petites vidéos pour la communication de l'idée du jeu, donc n'hésitez pas. Allez,